Bonjour, je m'appelle Bertrand Puard et je suis l'auteur de la nouvelle Les mystérieux visages de Pont-Aven, disponible au musée de Pont-Aven et qui propose donc de faire visiter par cette nouvelle l'exposition aux jeunes. Alors moi j'ai toujours été un raconteur d'histoires, en fait j'étais celui qui racontait les histoires quand je partais avec mes camarades en colo l'été, j'avais toujours une histoire qui faisait peur à raconter autour du feu. Et puis à côté de ça, j'ai toujours été un grand lecteur. Je pouvais pendant mes vacances faire 2 à 3 livres par jour. Et c'est cette collusion en fait entre mon amour de la lecture et mon amour des histoires qui a fait que je suis devenu écrivain. Et donc je me suis servi de ces mots que j'aimais tant lire pour raconter mes propres histoires. Alors en fait moi quand j'ai commencé à écrire, donc je parle de ça même dans le milieu des années 90, il n'y avait pas encore vraiment de littérature jeunesse. La littérature jeunesse, hein, telle qu'elle est étiquetée aujourd'hui, on peut le trouver dans les librairies, dans les médiathèques. À l'époque, il n'y avait pas ça, c'est-à-dire qu'on passait du Club des 5 à une littérature comme Agatha Christie, ou j'allais dire Alexandre Dumas, c'est-à-dire des livres adultes qui sont considérés comme étant pouvoir lus par des adolescents. Il n'y avait pas cette frange extraordinaire aujourd'hui, et très inventive, très foisonnante de la littérature jeunesse. Moi j'étais pas véritablement lecteur de ça, moi j'étais plus, au fond, ce que j'ai beaucoup lu quand j'étais ado, c'était Alexandre Dumas, c'était Balzac, c'était parce que j'aime beaucoup aussi ce côté feuilletoniste, ce côté des grands et gros romans où il y a de la place pour les personnages, ce que j'écris aujourd'hui. Pourquoi avoir pris ce pli un peu de littérature jeunesse? Ça rejoint un peu ce que je dis, c'est parce que c'est une littérature qui aujourd'hui est extrêmement inventive. C'est-à-dire que vu que c'est une jeune littérature, elle n'a pas encore ses codes. Et donc du coup, ce sont les auteurs qui vont dans cette littérature qui vont définir ces codes. Et j'espère d'ailleurs qu'ils mettront très longtemps à les définir, parce que j'espère qu'elle va rester très longtemps non codifiée. Ce qui permet d'aller dans plein de directions différentes, d'explorer plein de genres différents. Moi, mes romans jeunesse, ça peut être un thriller mélangé d'historique, parce que c'est un thriller historique mélangé avec, je sais pas moi, l'histoire du médecin, donc on va parler médecine, donc on peut parler plein de choses. Et puis, le rapport avec le public aussi. Un jeune qui va avoir lu votre roman, qui va l'aimer, il va vous en parler comme si c'était non pas seulement un roman, mais une partie de sa vie. C'est comme s'il avait partagé une partie de sa vie avec vos personnages dans les lieux que vous avez créés. Et donc il va vous en parler avec vraiment beaucoup de passion, avec peut-être même la même passion que vous avez eu à écrire le roman. Et ça, c'est une récompense extraordinaire. Alors, Les mystérieux visages de Pont-Aven, c'est un projet qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. D'abord parce que j'aimais venir visiter le musée de Pont-Aven. Je viens souvent en vacances en Bretagne Sud, que ce soit à Plozévet, à Bénodet, Concarneau. Et j'allais donc tous les ans au musée de Pont-Aven. Je trouve que le musée est formidable, par les œuvres qu'il contient, par le dynamisme du musée, et aussi par le lieu. Parce qu'un musée, c'est aussi un lieu. Je trouve que le lieu est, voilà, avec son dernier étage un peu biscornu, ça, moi j'aime beaucoup le lieu. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, par l'intermédiaire d'un éditeur, qui aujourd'hui est aussi médiateur culturel, Guillaume Le Cornec, qui était le directeur de collection des Jeunesse des Éditions du Rocher, de travailler sur une nouvelle autour du musée. L'idée, c'était d'écrire une nouvelle sur le musée qui serait diffusée, qui serait donnée au jeune public, qui va donc visiter le musée, et qui leur permettrait d'explorer le musée par l'intermédiaire d'un texte romanesque. Donc c'est faire un petit peu le lien entre l'écrit et l'image, hein, puisque j'ai travaillé sur des tableaux. D'ailleurs, à la fin de la nouvelle, on a remis un plan du musée, on a mis des petites vignettes qui représentent les tableaux que j'évoque dans le récit. Et donc c'était un super défi pour moi, parce que j'aime le monde des musées, j'aime le musée de Pont-Aven, et puis aller dans le temps, puisque c'est aussi une nouvelle qui parle d'un voyage dans le temps, et qui permet à mes deux héros d'aller rencontrer des peintres de cette époque. Alors ce qui fait un bon polar, alors déjà les polars, moi je suis le premier à employer ce mot-là, c'est un mot d'ailleurs qui regroupe tellement de choses qu'on a du mal un peu à le définir. Ce polar, c'est le roman policier. Enfin, moi, par exemple, j'écris pas de roman policier parce que j'aime pas mettre de policier dans mes romans. Parce que je trouve que du coup, si on met des policiers, il y a une espèce de procédure à respecter. Et moi, ça me contraint dans mon imaginaire. Il y en a qui font ça très bien. Moi, c'est vrai que j'aime pas tout. Un polar, ça pourrait être aussi presque un roman d'aventure. Hein. Bon, un roman d'aventure urbain, par exemple, qui se passe dans une ville, bon, pas dans une jungle peut-être, mais dans une ville. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait un bon polar? C'est aussi ce qui fait un bon livre. C'est-à-dire, je pense que d'abord, il faut une bonne histoire.
euh, une écriture racée, une écriture qui impacte le lecteur, hein, qui le saisit. Il faut, je pense, aussi un bon méchant. C'est Hitchcock qui disait que un bon film réussi pour lui, c'était un film où il y avait vraiment un méchant qui marquait les esprits. Et puis, ce que j'aime bien, moi, faire, et je pense aussi que c'est ce qui plaît beaucoup aux jeunes, c'est la recherche du suspense. Le mot est un mot anglais, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent en français encore. Il faudrait un cliffhanger. L'idée du cliffhanger, c'est effectivement de dire le lecteur a envie de continuer sa lecture parce que je ne peux pas arrêter d'être avec ce personnage. Il a envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et ça, c'est quelque chose moi, que je travaille véritablement au tout début de la conception. Je parlais tout à l'heure du chapitrage qui est très important chez moi. Et là, voilà, je sais qu'à la fin de chaque chapitre, j'essaye de mettre un élément de suspense. Le livre qui a énormément compté, je pense, dans ma vocation à être écrivain, c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Donc là, on serait dans le polar thriller, roman d'aventure, hein, c'est ce que je disais, mais il y a énormément de suspense, il y a des personnages, il y a des vrais méchants, il y a de l'ambivalence partout, c'est-à-dire que même le héros est non dantès, on sait pas si il a l'air gentil comme ça, mais il va faire des choses méchantes. Enfin, voilà, c'est tout ça qui fait que pour moi, c'est vraiment un livre extraordinaire. Puis je parlais des romans qui laissent, là on a 3000 pages pour s'exprimer, on peut aller dans n'importe quelle direction, suspense à chaque fin de chapitre, etc. Moi, je voue vraiment une grande admiration à Alexandre Dumas, et Le Comte de Monte Cristo, c'est peut-être l'œuvre qui m'a le plus marqué. Et d'ailleurs, ça aurait été intéressant pour revenir sur notre cher Alfred Hitchcock, que Alfred Hitchcock l'adapte, pourquoi pas au cinéma. Ça aurait fait quelque chose, je pense, d'assez extraordinaire.